Ce qui est fou, c'est que l'existence, mon parcours à moi, et d'autre part le monde du cinéma, m'ont amené à me détacher progressivement de tout, jusqu'à des proportions quand même assez radicales. J'ai trouvé dans la philosophie taoïste, dont je ne sais strictement rien, hein, j'ai juste lu le Tao Te Ching, qu'un ami précieux m'a offert, et j'ai fini par y trouver une résonance. Cette idée d'une forme de retrait, quelque chose de plus encore que de l'ascétisme, une forme de retrait absolu face à l'existence et face au monde, et face à sa propre vie, à ma propre vie. Le pouvoir du maître est ainsi. Il laisse toute chose aller et venir sans effort, sans désir. Il n'attend jamais de résultat. Le maître ne recherche pas l'accomplissement, ne recherchant rien, n'attendant rien. Il est présent et peut accueillir toute chose. Pratique le non-agir et chaque chose prendra sa place. Le monde du cinéma tend vraiment à ça dans l'activité d'auteur-réalisateur, parce que, si vous voulez, on est dans cette espèce de double condition absolument invraisemblable. Moi, ça fait 12 ans que je porte un projet de long métrage qui sera mon premier long métrage, et dont ça fait maintenant un paquet d'années aussi que il peut ou pas se faire. Parce que c'est comme ça que marche le cinéma, dans les pays où justement il y a une industrie, c'est comme ça que ça a tendance à fonctionner. On est porteur de projets, et à un moment donné ils sont un peu dans les tuyaux, et puis euh, les facteurs décisifs euh, qui vont faire que ça va se faire ou pas, à un moment ou à un autre, échappent totalement à tout le monde. Et ça, si vous voulez, à mesure que ça se prolonge et que ça dure, des années, eh bien, on se retrouve à vivre euh, dans une forme de détachement et en même temps d'attachement qu'il faut continuer d'entretenir, parce que le film risque bel et bien de se faire à tout moment. Hein. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que c'est un peu à tout moment, là, vraiment longtemps, hein. Et c'est pas la première fois. Et que donc il faut être un peu prêt à rentrer dans le travail, dans cette chose immense qu'on a portée pendant si longtemps et qui est gigantesque, et qui en même temps n'existe absolument pas. Le Tao est comme le vide éternel, empli d'infinies possibilités. Il est caché, mais toujours présent. Et donc il faut être absolument prêt à chaque instant à continuer à patienter, ou bien à tout abandonner, parce que c'est l'autre chose qui peut arriver à tout moment, c'est que le projet s'écroule définitivement, et même, ce qui est en réalité bien pire, c'est que quand on commence à avoir une partie du budget du film, on fixe des dates de tournage et on commence à travailler. On fait le casting, on recrute l'équipe, on commence à préparer. Et là, il se trouve que mon film est un film qui demande une préparation gigantesque. Et en fait, tout peut très bien s'écrouler en cours de route parce que ce montage financier est un château de cartes. C'est une série d'engagements des différents investisseurs où en réalité ils n'ont pas encore versé l'argent, et donc tout le monde, le producteur, les techniciens, les acteurs et moi, travaillent gracieusement en étant défrayés quand il y a lieu, mais absolument pas payés. Et en plus, on ne peut pas travailler pour gagner de quoi vivre à côté, parce que ça prend absolument tout le temps qu'on a. Donc si vous voulez, le niveau de détachement et d'attachement simultané pour arriver à faire ça et pour encaisser le fait que ça s'écroule derrière, plusieurs fois. Si tu veux être en accord avec le Tao, fais simplement ton travail, puis lâche prise. Son œuvre accomplie, il l'oublie. Il faut être prêt aussi à travailler sur d'autres choses et à s'investir totalement avec la même passion, mais la même absence d'attente dans d'autres projets. Le Tao est tel un puits, sans cesse utilisé.
mais jamais tari. Je me suis mis à essayer de lancer d'autres projets, un peu dans tous les sens, et à travailler dessus dans ce même esprit, cet esprit à la fois de détachement et d'engagement total. Le succès est aussi dangereux que l'échec. L'espoir est aussi vain que la peur. Que signifie le succès est aussi dangereux que l'échec? Que tu montes ou descendes l'échelle, ta position est instable. Lorsque tu as les 2 pieds sur le sol, tu gardes toujours ton équilibre. Que signifie l'espoir est aussi vain que la peur? Espoir et peur sont des fantômes qui naissent de la préoccupation de soi. Quand nous ne voyons pas le soi comme soi, qu'avons-nous à craindre? Vois le monde comme toi-même. Fais confiance à la vie telle qu'elle est. Aime le monde comme toi-même. Alors tu pourras prendre soin de toutes choses. Cette double posture, elle est très particulière. Et alors c'est vrai qu'elle fait écho, moi, à ma vie personnelle, d'une manière qui est très frappante, parce que ma vie personnelle, c'est un peu comme ça aussi. J'ai perdu ma mère quand j'avais 19 ans, et bon, vraiment à 19 ans, j'étais vraiment un gamin. Je savais pas faire à bouffer, quoi. Enfin, je savais rien faire. Le Tao est comme un soufflet. Il est vide, mais infiniment capable. Et ma mère, qui m'avait élevé toute seule, sans mon père, était absolument l'alpha et l'oméga de ma vie. Donc ce coup qui est tel qu'on ne peut absolument pas le décrire, et que, à bien des égards, je ne suis plus la même personne. La personne que j'ai été jusque-là est morte. Peux-tu laisser ton corps devenir souple comme celui d'un nouveau-né? Peux-tu gérer les affaires les plus vitales en laissant les événements suivre leur cours? Peux-tu te distancier de ton propre esprit et ainsi comprendre toutes choses? Mais donc j'ai appris évidemment, à partir de cet âge-là, à faire sans. Parce que c'est ce que certains thérapeutes ou psychologues appellent le deuil permanent, hein, qu'on refait un peu tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Et donc ce genre de deuil permanent, il se trouve que je l'ai ensuite multiplié, parce que, vous savez, quand on se retrouve comme je l'étais, euh, un peu orphelin, bon, même si j'ai un père, mais bon, qui de fait n'existe pas, et que je n'ai pas eu de substitut, si vous voulez. J'avais des grands-parents, bon, qui sont décédés ensuite, mais j'ai pas eu de tuteur, j'ai pas eu de substitut euh, parental, voilà. Depuis mes 19 ans, je suis seul. Les hommes ordinaires détestent la solitude, mais le maître s'en sert, l'embrassant, comprenant qu'il est un avec l'univers. Quand on est dans cette situation, on se retrouve en fait à fabriquer des substituts, à les fabriquer avec des gens, mais aussi avec d'autres choses, avec des lieux, avec des cadres, avec toutes sortes de choses, et notamment avec des femmes, puisque je suis hétérosexuel, et avec des amis aussi. Et ça, évidemment, comme c'est totalement disproportionné, processus de substitution qui fait qu'il y a un gouffre tel dans l'absence d'une mère qu'on se met à investir beaucoup trop chez une amoureuse, une partenaire, ou chez un ami, ou un groupe d'amis, on se met à investir beaucoup plus que ce qu'ils sont à même de nous apporter, et donc cette disproportion-là, tôt ou tard, crée une répétition du traumatisme, aboutit à la fin des relations. Le Tao est appelé la Grande Mère, vide mais inépuisable. Il donne naissance à des mondes infinis. Il est toujours présent en toi. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Ma vie, depuis la mort de ma mère, a été pour beaucoup une suite de relations très fusionnelles, de tous ordres, où je cherchais un petit peu des mères de substitution qui, au bout d'un moment, m'ont lâché.
de manière souvent très violente pour moi. Le maître voit chaque partie avec compassion, parce qu'il comprend le tout. Parce que, évidemment, personne ne peut être une mère et personne ne peut être l'équivalent. Enfin, un ami peut l'être, mais enfin, c'est pas comme ça que nos mœurs fonctionnent, en tout cas pas sur la durée d'une vie, en tout cas dans notre société présente en France. Donc les amitiés changent, se dissolvent, les histoires d'amour ne durent pas toute une vie non plus, etc. Et donc on se retrouve à vivre cycliquement le même déchirement, le même traumatisme, la même perte des personnes ressources, comme on dit, dans lesquelles on a investi tout ce qu'on pouvait. Bon. Et donc, si vous voulez, voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que je vis un peu de cette manière-là, et que, d'une certaine manière, ma vie est un éternel recommencement, réinvestir effectivement dans des personnes, mais aussi dans des lieux, dans des groupes, dans des cadres de toutes sortes, jusqu'à ce que, à chaque fois, ça se termine, et ça se termine en général mal, et que c'est à nouveau une sorte de nouvelle mort et de nouveau travail de renaissance, quoi. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Dans ma vie professionnelle, qui ne se limite pas au cinéma, c'est comme ça aussi, hein, elle a été très violente. J'ai enseigné le cinéma à l'université, de manière très fusionnelle aussi, on peut dire. Je me surinvestissais énormément, j'avais un rapport affectif très fort avec les étudiants, et ça s'est mal terminé. Et c'est pareil, si vous voulez, on passe du tout au rien, où cette université qui était vraiment une famille d'accueil, une famille de substitution, là, très clairement, a été à nouveau une mère qui m'a claqué entre les doigts du jour au lendemain, avec une violence inouïe, probablement un nouveau deuil permanent. Et donc, si vous voulez, tous ces phénomènes-là s'ajoutent. Le maître voit les choses comme elles sont, sans tenter de les contrôler. Il les laisse suivre leur cours et demeure au centre du cercle. Il comprend que l'univers est à jamais hors de contrôle et qu'essayer de dominer les événements va contre le courant du Tao. Parce qu'il croit en lui-même, il n'essaie pas de convaincre les autres. Parce qu'il se satisfait de lui-même, il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce qu'il s'accepte lui-même, le monde entier l'accepte. Précarité aussi, financière, matérielle, sociale, puisque j'ai maintenant 42 ans et que je ne suis rien, je vis concrètement euh, au crochet des aides sociales. Le maître ne possède rien. Et là aussi, les aides sociales peuvent faire des coups durs à tout moment, et c'est ce qui m'est arrivé là, depuis 9 mois. Je suis victime d'un espèce de piège administrativo-financier absolument dingue, qui fait que je suis totalement prisonnier depuis des années de l'endroit où je vis, une colocation dans une ville sinistre de la banlieue nord, avec des bailleurs absolument sinistres, et les aides sociales là qui me sont coupées d'un seul coup, j'ai absolument aucun recours, Il demeure aussi calme à la fin qu'au début. Il n'a rien et n'a donc rien à perdre. Le maître s'occupe de la profondeur et non de la surface, du fruit
et non de la fleur. Il n'a pas de volonté propre. Il vit dans la réalité et laisse toutes illusions passer. Précarité matérielle, sociale, affective, psychique, parce qu'au bout d'un moment tout ça pèse. Et moi je lutte avec ce qu'on appelle la dépression depuis plus de 15 ans. Sauf que moi j'appelle pas vraiment ça de la dépression, j'appelle ça du désespoir, ce qui est autre chose. Parce que la dépression, c'est vrai que ça sonne un peu bourgeois, et c'est vrai que ça l'est. C'est autre chose, quoi. Vide ton esprit de toute pensée. Laisse ton cœur être en paix. Observe l'agitation des êtres, mais contemple leur retour. Si tu ne prends pas conscience de la source, tu t'enfonces dans la confusion et la tristesse. Quand tu comprends d'où tu viens, tu deviens naturellement tolérant, désintéressé, amusé, bienveillant comme une grand-mère, digne comme un roi. Immergé dans la merveille du Tao, tu peux faire face à tout ce que la vie t'apporte. Et quand vient la mort, tu es prêt. Pour tenir, il faut être dans la posture que je décrivais, être à la fois dans un détachement, être prêt à renoncer, prêt à lâcher, comme on lâche du lest dans une montgolfière, à lâcher absolument tout et n'importe quoi, mais les gens et les choses qui nous sont le plus constitutives, auxquelles on est le plus attaché, être prêt à y renoncer sans se retourner, et être prêt aussi à, dans le même temps, à tout donner pour, parce que la vie ne peut pas être autre chose. J'ai essayé de mener une existence ascétique et dans le détachement pur et simple, et ça ne fonctionne pas, en tout cas pas pour moi. Je crois que c'est là aussi une forme de substitution. Vous savez, les gens qui vivent, que ce soit les religieux ou les apôtres de la sobriété, les stoïques, les cyniques, les ermites, enfin, ceux qui vivent dans le dénuement et le renoncement total, en fait, je pense, sont simplement dans un déplacement des instances psychiques dont on a tous besoin, en fait, si vous voulez. Pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est, j'en sais rien, Instagram. On agence différemment l'équation, mais je pense qu'on joue un peu la même partition, qui est la partition de la psyché humaine. À mesure qu'on découvre un peu le fonctionnement du cerveau, les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, il me semble que la vie d'un ermite, d'un religieux qui refuse l'existence matérielle, comme la vie d'un membre de la Startup Nation, d'un trader ou d'une influenceuse, finalement se ressemblent. Certains fabriquent ces substances et actionnent ces neurotransmetteurs avec un travail spirituel, avec un rapport à la nature, avec la contemplation. Certains les activent dans le sport, l'activité physique, certains des systèmes de récompense et de motivation matériels, financiers, sociaux ou artistiques, etc. Pour d'autres, c'est la solitude, la nébuleuse solitaire du rapport à soi qu'on construit et qui peut devenir comme une vraie galaxie, hein, quand on vit totalement seul, des choses que je connais aussi pas mal maintenant. On peut fonder une communauté quasiment tout seul. Hein. Qu'on soit dans la solitude totale ou dans l'opulence sociale, affective. Leur vie à tous sont des stratégies particulières pour organiser au mieux la production de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, etc. En fait, on organise chacun à sa manière le fonctionnement d'un appareil qui est notre cerveau, qui est le même pour tout le monde. C'est comme notre système digestif, si vous voulez, on a les mêmes besoins, mais on ne mange pas les mêmes aliments. Mais en fait, on fait fonctionner la même machine et on a les mêmes besoins. Pour dire que l'idée de renoncement et de détachement réel, à mon avis, sont un leurre. Ils ne refusent rien de la vie. Et donc, je me retrouve à la fois à 42 ans extrêmement fort et extrêmement fragile à la fois. Très fort dans une ténacité, capacité à m'adapter, et une créativité. Vous savez, au bout d'un moment, quand on fait face à des difficultés, qu'on doit se reconstruire, une fois, deux fois, 100 fois,
on devient très créatif. Dans mon cas, je crois que j'ai toujours été créatif. Et ma créativité, finalement, je l'ai investie de plus en plus depuis une vingtaine d'années dans la survie, dans l'adaptation à toutes ces reconstructions régulières auxquelles je dois faire face. Et donc en fait, c'est une manière d'être créatif tout seul, dans le secret, dans sa propre intimité, d'une manière que personne ne connaîtra jamais. Mais on crée énormément en fait. Et finalement, cette vie est intéressante. C'est une vie un petit peu de voyageur. Si tu attends des autres ton épanouissement, tu ne seras jamais véritablement comblé. Sois content de ce que tu as. Réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque, le monde entier t'appartient. À mon âge, beaucoup de gens ont fondé des familles, ont des enfants, parfois grands. Ils ont des activités. Quand ils sont auteurs-réalisateurs, comme j'essaie de l'être, souvent ils ont une carrière entamée depuis longtemps. Moi, j'ai une capacité, une forme de sagesse, et en même temps de sagesse incroyablement souffrante, parce que je souffre énormément, mais je crois à la souffrance des sages. Ainsi, le maître demeure serein au sein même de la douleur. Je crois que les sages, c'est-à-dire ceux qui savent, le savoir c'est l'expérience, et l'expérience c'est quand même beaucoup la souffrance. Ne pas savoir est la vraie connaissance. Présumer savoir est une maladie. Prends d'abord conscience que tu es malade, alors tu pourras recouvrer la santé. Le maître est son propre médecin. C'est la souffrance qui amène à se reconstruire, qui amène à apprendre le plus. Hein. C'est en souffrant et en étant obligé de se sortir, de faire face et de dépasser les crises que on doit le plus apprendre de manière pratique. Les hommes naissent mous et souples. Morts, ils sont raides et durs. Les plantes naissent tendres et élastiques. Mortes, elles sont sèches et cassantes. Ainsi, quiconque est raide et inflexible est un disciple de la mort. Quiconque est doux et flexible est un disciple de la vie. Le dur et le raide seront brisés. Le doux et le souple prévaudront. Les gens comme moi sont des gens qui ont des facultés d'apprentissage, qui sont obligés d'aller chercher et de continuer, y compris à un âge où souvent on cesse d'apprendre, mais sont obligés d'apprendre de plus en plus en fait. J'apprends plus aujourd'hui, je crois, que quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'étais au contraire une espèce de roc où je tenais absolument, comme le sont souvent les jeunes réalisateurs, ma force était là-dedans. Maintenant, j'essaye d'être beaucoup plus comme de l'eau. Le bien suprême est comme l'eau, qui nourrit toute chose sans en avoir l'intention. À m'adapter, à résister, à me réinventer, à prendre toutes les formes nécessaires pour tenir et pour voir où les choses me mènent et où je mène les choses. Le maître se donne à tout ce que l'instant apporte. Il sait qu'il va mourir, et rien ne lui reste à quoi s'agripper. Pas d'illusion dans l'esprit, pas de résistance dans le corps. Il ne réfléchit pas à ses actions. Elles jaillissent de la profondeur de son être. Il ne refuse rien de la vie. Ainsi est-il prêt pour la mort, comme un homme est prêt à dormir après une bonne journée de travail. Arrête de penser et finis-en avec tes problèmes. Quelle différence y a-t-il entre oui et non? Quelle différence y a-t-il entre succès et échec? Dois-tu estimer ce qu'estiment les autres, éviter ce que les autres évitent? Ridicule. Les autres sont excités comme s'ils étaient à la parade. Moi seul suis indifférent. Moi seul suis sans expression, comme un nouveau-né
avant qu'ils ne sachent sourire. Les autres ont ce qu'ils veulent. Moi seul ne possède rien. Moi seul vais à la dérive, comme quelqu'un sans foyer. Je suis tel idiot, mon esprit est si vide. Les autres sont lumineux, moi seul suis sombre. Les autres sont vifs, moi seul suis insipide. Les autres ont une raison d'être, moi seul ne sais pas. Je dérive comme une vague sur l'océan, je voyage sans but, comme souffle le vent. Je suis différent des autres, je bois au sein de la grande mer.